Bonne présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Vonne Dussault, je suis enseignant-chercheur à l'UPEC, l'Université de Paris-Créteil, où je fais de la formation pour les enseignants du second degré. Voilà, donc je suis embarquée dans une convention citoyenne étudiante, et c'est à partir de cette expérience, finalement, que je voulais réfléchir, enfin j'ai commencé à réfléchir, et je veux bien continuer avec vous, sur la question de la reconnaissance et du pouvoir d'agir. Donc, pardon. Voilà, donc je vais d'abord revenir sur cette question du pouvoir d'agir et située dans la recherche de nouveaux espaces démocratiques. Puis je me demanderai si les conventions citoyennes sont des nouveaux espaces d'éducation à la citoyenneté. Et enfin, si les conventions citoyennes peuvent être des lieux inspirants pour construire des situations éducatives que j'appellerais capacitantes. Alors, d'abord, un peu un retour sur le contexte et sur cette notion de pouvoir d'agir. On est dans un contexte de crise, de démocratie de la représentative. Voilà, vous connaissez abstention, perte de la légitimité des élites politiques, remise en cause des structures verticales, etc. Mais aussi mise en œuvre d'une nouvelle génération de droits, qui sont les droits environnementaux, qui sont fondés sur la participation. Et puis aussi une recherche pour les individus de plus d'autonomie et d'émancipation. Que cette recherche vienne d'eux ou soit imposée par des organisations qui veulent être aussi plus performantes. Alors, par rapport à ce contexte-là, on a beaucoup de travaux, beaucoup d'initiatives citoyennes, on va dire, et de travaux de recherche. En particulier, j'ai noté effectivement l'essai sur les démocraties techniques qui propose comme une alternative au problème de la démocratie représentative des conventions citoyennes. Et puis, la notion de pouvoir d'agir qui se diffuse beaucoup dans les instances internationales et aussi, on va le voir après, dans la loi. Et donc, j'ai cité la définition. Donc, il y en a beaucoup, mais effectivement, celle de Marie-Hélène Baquet et Carole Bivouvert, qui dit que le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir qui est un pouvoir de la personne, le pouvoir de, le pouvoir avec, c'est-à-dire les compétences collectives, et puis sur une visée de transformation aussi sociétale. Donc ce pouvoir d'agir, il est reconnu maintenant dans la loi. Il est toute personne possède le droit d'être informée, mais aussi le droit de faire des propositions et des observations par rapport à la décision politique. Donc arrivent ces conventions citoyennes qui sont présentées maintenant comme des nouveaux espaces démocratiques. Donc qu'est-ce que c'est une assemblée citoyenne? Ce sont des citoyens qui sont censés être représentatifs parce que tirés au sort, parce qu'on constitue un panel, on regarde les proportions hommes-femmes, les catégories socio-professionnelles, les lieux d'habitation, etc. Donc un panel représentatif qui doit émettre des propositions à partir d'une question qui lui est posée. Derrière ça, il y a souvent des plateformes où on met toutes les informations à disposition et on donne la possibilité aux autres citoyens de faire des propositions, de commenter, etc. Donc c'est un dispositif qui a de plus en plus un certain succès et alors beaucoup popularisé en France par la Convention citoyenne climat dont vous avez dû entendre parler. Donc 150 citoyens, 149 propositions et puis une loi, la loi climat résilience avec beaucoup de polémiques. Je ne rentre pas dans les détails sur l'intégration dans la loi des propositions citoyennes. Mais il n'y a pas que ce dispositif-là. Il y a aussi une conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été organisée sur ces modèles-là avec toute une préparation pour la France, en tout cas dans les régions, avec des panels représentatifs pour remonter des propositions qui sont après revues au niveau européen. Ça peut être sur des territoires plus petits. On a une expérience sur Est Ensemble, donc en Seine-Saint-Denis, sur aussi une convention citoyenne, et puis d'autres thèmes que les thématiques environnementales, par exemple une convention qui est en cours sur la fin de vie. Donc
en quoi on peut considérer ces conventions citoyennes comme des environnements capacitants, finalement, pour développer le pouvoir d'agir? Parce que d'une part, dans ces conventions, on attache beaucoup d'importance à la formation, donc la formation thématique dans un premier temps, et avec une approche moi, me paraît intéressante, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir de multiples personnes qui vont chacune donner leur point de vue. Donc ça peut être des chercheurs, mais aussi des représentants du gouvernement, des chefs d'entreprise, des syndicats, etc. Donc on essaye d'avoir la majorité des points de vue sur un sujet. Donc sur la Convention citoyenne climat, on a été plutôt dans un format descendant, et puis sur la conférence pour l'avenir de l'Europe, on est plutôt dans quelque chose d'ascendant avec des experts qui sont à disposition des citoyens. Mais il faut, voilà, pour le sujet qui nous réunit ici, bien voir aussi que les participants font l'expérience de la délibération. Donc la délibération, bien posée comme l'idée de comprendre une question, identifier ses implications et les différentes façons de la traiter. Donc on l'a vu, ils émettent des avis, des propositions, et donc ils acquièrent des compétences individuelles, collectives, tournées vers la transformation sociétale. Donc on est bien dans la définition du pouvoir d'agir de Marie-Hélène Baquet. Donc la question, effectivement, que je me pose, c'est est-ce que ces situations-là peuvent être inspirantes pour des dispositifs de formation? Parce que là, on est bien centré sur la délibération, même si ça passe par la formation. Donc quelques mots juste avant sur le lien entre pouvoir d'agir et éducation. J'ai repris, ça me paraît important, parce qu'il y a un peu des débats sur la traduction du mot empowerment, hein. C'est vrai que si on dit pouvoir d'agir, on gomme cette dimension qui est importante du processus aussi d'apprentissage. Et je voulais aussi signaler des travaux extrêmement intéressants d'Émilie Morin qui théorise, elle, le sentiment de pouvoir agir, hein, en lien avec des travaux sur le sentiment d'efficacité personnelle. Voilà, ça donne des pistes intéressantes. Ça, je pense que vous êtes bien convaincus que par rapport à tout ça, il faut changer effectivement les méthodes pédagogiques. Plein de travaux sur l'éducation à la citoyenneté ont bien dit que l'école formait une citoyenneté passive, hein, et donc là on recherche plutôt un citoyen actif. Et pour ça, il faut bien évidemment être dans des actions pédagogiques innovantes. Voilà, donc cette convention citoyenne étudiante à l'UPEC, voilà, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est inspiré de la convention citoyenne climat, mais avec des petites différences quand même, enfin petites ou grandes, je ne sais pas. L'objectif, je vous ai repris un peu ce qui est sur la plaquette, hein, répondre à des enjeux sociétaux, réfléchir, problématiser, sensibiliser, agir avec des propositions démocratiques et horizontales. Donc là, on est dans la deuxième convention qui a réuni cette année 450 étudiants. Donc majoritairement, ça c'est important, c'est des étudiants de l'École internationale d'études du politique. Donc évidemment, la délibération, ça les concerne beaucoup dans leurs études. Un dispositif qui est inscrit dans les maquettes de formation, donc ça c'est vraiment la grosse différence avec la convention climat. Et la question cette année, c'est quel numérique pour quelques sociétés, avec 6 groupes thématiques qui ont été constitués: environnement, citoyenneté, santé, inclusion, droit et éducation. Donc comment ça se déroule? On a eu déjà début octobre 3 journées de lancement. Donc dans ces journées de lancement, on a des interventions, ça on est vraiment sur le modèle de la convention climat, et puis les groupes se réunissent, donc chaque groupe thématique est réparti en sous-groupes, et donc pour élaborer des propositions. Et là on a déjà, au bout des 3 jours, une première série de propositions qui sont mises en débat sur une plateforme. Ensuite, on va avoir des jours. Donc, les discussions vont continuer. Il y aura d'autres temps forts. Et ensuite, les journées de restitution au mois de décembre avec les partenaires, c'est-à-dire l'université, mais aussi les partenaires de l'UPEC, les partenaires locaux, on va dire, pour valider. Et il y a aussi en place. Alors ça se met en place, c'est pas complètement calé, mais des dispositifs de suivi des propositions. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce que j'avais pas mal... Voilà, donc pour moi, effectivement, la Convention citoyenne étudiante est une innovation pédagogique. Donc j'ai pris chaque thématique. Alors je vais pas tout lire parce que ça va être un peu long et j'aimerais bien qu'on puisse avoir des échanges. Mais on peut voir que par rapport à chaque point, on a des références à des travaux de recherche
qui invite à renouveler les méthodes pédagogiques. Donc, je ne vais pas vous lire la partie de droite, mais rappelez quand même, donc on est sur une approche thématique, ce qui rompt complètement avec le système universitaire qui est toujours quand même ancré dans ces approches disciplinaires, et une approche thématique sur une question politique. Hein. Donc on est bien aussi dans les questions éducation politique intéressantes. L'année dernière, donc, la question c'était l'alimentation, enjeu de délibération collective. Donc on multiplie différents types de savoirs, je l'ai dit. On change les formes de transmission puisqu'on va être quand même plus dans l'idée de travailler à partir des propositions des étudiants. Et puis on va avoir un dispositif qui va être... il faut que je dise en même temps. Des groupes thématiques, donc ça je l'ai dit. Et dans chaque groupe, on a un facilitateur, c'est-à-dire un étudiant qui est en charge de l'animation du sous-groupe, et on expérimente cette année dans les groupes un représentant des générations futures. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça va donner, mais pour l'idée un peu de essayer d'aller un peu vers l'avenir et de sortir un peu, comme j'avais dit, de nos égoïsmes aussi, parce que bon, voilà, pour ces questions-là, il faut un peu tirer vers la prospective. Voilà, on a du débat collectif, on a une place très importante, ça c'est ce qui est intéressant aussi, donnée aux étudiants dans le pilotage du dispositif. Il y a des étudiants qui sont stagiaires, donc on prend, il y a un étudiant aussi qui a un contrat d'apprentissage, donc on essaye aussi de mobiliser beaucoup les étudiants. Donc pour tout ça, je pense que la CCE, effectivement, est une innovation pédagogique. Voilà, donc ma question c'était, et là où j'en suis dans mes réflexions, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer de ces conventions citoyennes comme espace démocratique pour faire des situations éducatives capacitantes, c'est-à-dire que là, moi je suis en amont de la délivrance des badges, c'est-à-dire comment nous, en tant que formateurs, on a aussi une responsabilité, je trouve, pour donner les conditions aussi de l'apprentissage. Certes, on apprend dans toutes les situations, je suis bien convaincue de ça, mais je trouve qu'en tant que formateur, il faut aussi penser les dispositifs de formation par rapport à cette approche-là de développement de compétences. Et quand on est en convention citoyenne, évidemment, le pouvoir d'agir, là, il est vraiment au cœur du dispositif. Donc mon idée, c'était vraiment de mettre ça au cœur. Moi, j'aime beaucoup la notion, évidemment, d'environnement capacitant, mais il me semble qu'il faut peut-être aller un peu plus loin, c'est-à-dire se dire, dans le dispositif, on développe pas, parce que traditionnellement, comme formateur, on se dit, je veux qu'ils apprennent ça, et on est dans les connaissances. Et on a du mal à aller dans l'approche par compétences, puisque, évidemment, là, on est un peu dans des zones un peu plus complexes, quoi. Donc les réflexions que j'ai, on peut en ajouter d'autres. Comment on passe finalement d'un espace démocratique à un dispositif de formation, parce que là on voit bien que dans le dispositif par exemple Convention Climat, les gens choisissent d'être là les étudiants choisissent pas, donc c'est quand même une sacrée différence. Est-ce qu'on peut ignorer les éléments de contexte? Donc moi, je suis moins optimiste que Bastien pour dire que toute l'université est passée par l'approche par compétences. Non. Donc, on se retrouve, ça, les premières observations que j'ai faites, avec des étudiants qui ont des modes de transmission de connaissances complètement classiques. Et classiques, je suis sympa. Et on les met d'un seul coup dans un truc où on dit, bah allez, prenez la parole, etc. Donc, il y a à mon avis un truc à travailler là-dessus pour qu'il y ait un apprentissage aussi progressif. Et puis la question, effectivement, de est-ce que le dispositif peut avoir double finalité, éducation et délibération, parce que évidemment mes collègues qui sont des enseignants de sciences politiques, eux sont très intéressés par la délibération. Mais du coup, mes premières observations, mais je pense que le dispositif peut s'améliorer, mes premières observations, c'est qu'il faudrait aussi s'intéresser à l'éducation et mettre, à mon avis, l'éducation aussi au cœur du dispositif. Et tout l'enjeu, c'est un peu ce qui a été dit avant, c'est de montrer aux étudiants l'intérêt de ce type de dispositif, ce qui est pas du tout acquis pour eux. Parce que effectivement, on le disait, voilà, ceux qui comprennent l'intérêt des dispositifs innovants, et ça je l'ai vécu dans d'autres dispositifs innovants, c'est plutôt ceux qui sont ouverts, c'est plutôt les bons élèves, c'est plutôt ceux qui on a une bonne relation, ils nous font confiance, donc ils disent tiens, le prof propose ça, pourquoi pas, etc. Et les autres, on continue de les perdre en route, quoi. Donc il y a un vrai enjeu, ça c'est sûr, d'ouvrir, de faire des dispositifs, mais qui associent aussi tout le monde et de montrer l'importance
effectivement de l'acquisition de compétences, et c'est pas du tout évident. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions. Merci. Des questions. Merci pour cette présentation. Vous avez mentionné au début le groupe de convention citoyenne sur le climat qui avait entraîné des frustrations peut-être de la part des délégués qui avaient l'impression que tout n'avait pas été appliqué. Est-ce que vous avez le même genre de situation dans les cas que vous avez mentionnés à l'université? Parce que alors, si c'est perçu voilà, comme en leur donnant leur avis et finalement ça ne permet pas des changements sur le terrain, ça peut avoir un effet frustrant important. Oui, alors pour l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu des étudiants qui ont exprimé ça parce qu'il y a eu des refus. Alors c'était sur l'alimentation. Donc le Crous a dit mais non, on peut pas. Mais en fait, ce qui s'est passé après, c'est que ça a évolué. Et ce qui est intéressant aussi, j'ai pas développé, mais c'est que l'école en fait du politique est basée sur Fontainebleau, et la mairie de Fontainebleau, elle est vraiment intéressée par ça, et donc elle pousse aussi aux transformations. Voilà, donc je pense qu'il faut dire ça sur la durée, quoi. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, bon, ils ont effectivement choisi pour le suivi des propositions un système d'éco-délégués. Bon, moi, je vous cache pas que ma réaction, ça avait été de dire passer plutôt ça par les associations. Bon, moi, je voyais plutôt ça. Bon, après, il faut voir après dans la durée comment ça évolue. Parce qu'effectivement, quand on est dans cette démarche-là, on bouscule complètement tout le fonctionnement. Donc après, on est aussi dans des logiques de évolution des organisations, etc. Donc jusqu'où, ça c'est une question, hein, faut voir un peu ça dans la durée, jusqu'où l'organisation, elle accepte d'être un peu percutée par les propositions des étudiants, ça c'est une vraie question, quoi. Voilà, c'est toujours les questions de pouvoir, de partage du pouvoir, donc là on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y a des étudiants qui ont exprimé dans un groupe où j'étais la frustration d'avoir vu leurs propositions refusées. Bon, c'est le jeu finalement, voilà, c'est ce qui leur a été répondu d'ailleurs, c'est le jeu d'avoir aussi des fois des refus. J'avais une deuxième question, vous disiez tout à l'heure que pour être efficace, il fallait que les délégués aient une formation initiale sur la question, en fait. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu comment vous les avez formés aux problématiques avant de rentrer dans pour les facilitateurs, vous voulez dire ou... Pour... Alors, donc on travaille avec une association qui est spécialisée justement dans la mise en place de dispositifs participatifs et qui fait une journée de formation pour les facilitateurs. Bon, voilà. Ça, c'est un travail de recherche que je veux faire justement par rapport aux facilitateurs pour voir comment ils sont saisis de ça, quelles compétences ils pensent avoir développées, etc. C'est un travail de recherche que je veux faire. L'observation que j'ai faite là, dans la journée, c'est plutôt une méthode d'animation qu'on leur donne. Et bon, effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il me semble, mais ça c'est la question aussi, comment on change un organisme de formation, comment la question de l'innovation pédagogique dans les institutions de formation, c'est-à-dire est-ce que l'innovation pédagogique, elle va un peu bousculer les autres et que les gens voilà, vont un peu changer ou pas, quoi. C'est un peu la question que je me pose, et je me dis que pour les facilitateurs, par exemple, il faudrait commencer en amont de la convention à former à la gestion de conflits. Enfin, il me semble qu'il y aurait à... Mais bon, ça c'est un peu mon souhait de voir se transformer les organisations. Mais voilà, je pense que la journée de formation, franchement, elle était assez courte, quoi. Hein. Mais il y a eu... C'est quand même pensé en journée de formation pour les facilitateurs. Oui, oui. Oui, alors l'alimentation, je n'avais pas été aux journées de lancement, mais oui, il y a eu des experts, il y a eu des assos, il y a eu les AMAP, il y a eu plein de choses pour leur donner, ça c'était vraiment le modèle de la Convention climat, avec l'idée de leur donner le plus possible de points de vue sur la thématique abordée, quoi.
Et le numérique, pareil, on a eu, bon, je sais pas, on a eu Framasoft, on a eu plusieurs points de vue. Alors, moi, je trouvais que le numérique, c'était un sujet plus compliqué. Bon, ils m'ont dit non, mais bon, on va voir ce que ça donne, quoi. Bah, c'est un peu des paris, hein, de toute façon, quand on fait des expérimentations comme ça. Juste à propos de la Convention citoyenne sur le climat, on a proposé aux participants des badges à la fin. Ah, je savais pas. Oui. Alors, il y a quelqu'un que je connais qui a reçu des propositions de badges. Alors, le genre de badge, c'était un badge pour à travailler avec les autres, travail d'équipe, résolution de problèmes. C'est-à-dire que on a, à travers les badges, on a trivialisé leur participation à la Convention citoyenne. C'est-à-dire, ils auraient pu avoir simplement un badge à participer à la Convention citoyenne. Non, on a voulu à tout prix montrer qu'il y a eu des compétences qui ont été développées, qui ont été mises en œuvre, et que c'était ça qui avait été acquis. Et on oublie l'éléphant qui est dans la pièce, qui est la question du climat. Et donc on ramène ça simplement à des compétences. Donc il y a un danger avec les badges aussi de trivialiser les situations d'engagement en disant c'est bien, tu t'engages, maintenant tu as montré telle et telle compétence, alors que ce qui compte vraiment c'est là où on veut aller, et pas simplement c'est pour ça que je quelques mécanismes qu'on a mis en œuvre. De travailler sur la situation éducative. Et après, parce que la chose qui me paraît importante, c'est que la personne sente qu'elle a les compétences. C'est pas d'avoir ou pas le badge. Parce que si on retombe dans un truc de possession, enfin, on a dit tout à l'heure les chasseurs de badge. Enfin, et ça, c'est l'enjeu pour nous en tant que formateurs, vraiment de créer des situations où peuvent se développer et d'accompagner, en tout cas pour l'université et les étudiants, dans cette prise de conscience. Mais c'est vrai que c'est des changements radicaux de culture, puisqu'on va être moins dans une posture d'enseignant qui va délivrer des savoirs, mais plutôt dans des postures d'accompagnement. Et ça c'est bon, on va vers ça, mais voilà, on n'est pas encore là, hein, ça c'est sûr, hein, pour beaucoup de disciplines, quoi. Je pense que c'est important de parler du pouvoir d'agir sans parler des badges au début, parce que c'est bien ça qui est le point de départ. Mais c'est que souvent, on va mettre des badges qui sont des badges de pouvoir d'agir, mais qui ont été pensés par les autres. Or, si on a vraiment du pouvoir d'agir, c'est qu'on devrait pouvoir créer ses propres badges et pas être simplement dans un référentiel qui a été créé par d'autres. Le pouvoir d'agir, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est une série de compétences. Et si tu montres toutes ces compétences-là, tu as du pouvoir d'agir. Alors que finalement, ce qu'on a fait simplement, c'est un monstre dans lequel on a aligné des compétences, on a fait un agrégat de compétences et on a une espèce de monstre et pas un être humain. On a eu le débat hier matin dans l'atelier. Effectivement, pour moi, c'est la personne qui peut dire qu'elle a cette compétence-là ou pas. Et c'est ça aussi, parce que si on retombe, parce qu'on est culturellement formaté à décider pour l'autre, hein, dans une logique verticale, et voilà. Et donc, alors, notamment dans l'enseignement, je te mets des notes. Alors, si on dit on fait plus de notes et on fait des badges à la place, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, franchement, voilà. Et donc, c'est bien d'aller dans l'idée. C'est pour ça que c'est forcément lié avec la notion d'accompagnement. C'est parce que il faut arriver à ce que la personne comprenne qu'elle a cette compétence. Et après, ça se formalise par un badge ou pas, ou bon. Mais le badge est un levier, enfin pour moi, enfin voilà. Et il faut vraiment faire. Et c'est ça qui est très difficile en fait, d'accompagner la personne et toutes les personnes si possible, quoi. Merci pour cette présentation. Je voulais juste apporter un petit élément complémentaire, enfin en tout cas une piste de réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit justement sur le fait de s'approprier finalement ce pouvoir d'agir. Et il y a des travaux qui ont été réalisés par Jean-Pierre Deslauriers qui travaille sur le concept d'empowerment et qui explique en fait qu'il y a différents niveaux dans le pouvoir d'agir, et je pense que ça peut être une réflexion intéressante au niveau des badges, où en fait le premier niveau, c'est vraiment un niveau personnel, où la personne, elle va par exemple demander un badge de soutien, de participation à une action.
Et puis ensuite, il y a différents niveaux. Donc l'autre niveau, c'est le niveau de groupe, c'est-à-dire que cette personne, elle peut s'exprimer au sein du groupe, elle peut avoir un degré, on va dire, d'implication un peu supérieur. Et ensuite, il explique aussi qu'il y a le niveau communautaire, donc comment est-ce qu'il peut participer à des réseaux d'entraide, par exemple. Et puis enfin, le niveau collectif, qui lui est un niveau qui vise à l'augmentation du pouvoir d'agir des sans-pouvoirs. C'est-à-dire à venir impliquer d'autres personnes dans ce travail, dans cette réflexion, quel que soit le sujet. Je me dis que peut-être ces travaux-là peuvent être inspirants pour ce type de projet. Oui, c'est ce que disait Marie-Hélène Baquet, je vous le citais tout à l'heure, c'est un processus d'apprentissage. Évidemment, on n'a pas le pouvoir d'agir comme ça. On ne se réveille pas, on est citoyen passif et le lendemain matin, on est hyperactif. Non, forcément, ça serait trop bien, mais bon. Donc forcément, c'est un processus. Et nous, en tant que formateurs, on a à accompagner ce processus. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et c'est là où, dans les institutions de formation, il faut arriver à passer, donc ça nous demande aussi des compétences, à travailler sur nos compétences, de passer, c'est toute une vision du savoir aussi. Voilà, historiquement, culturellement, l'enseignant sait et l'élève, Rabelais disait déjà ça, et il a une tête à remplir. Non, voilà. Et on est toujours, il y a encore ce modèle-là, pas partout, mais voilà, qui domine et puis qui imprègne nos représentations. Donc, il faut aussi beaucoup travailler, je pense, sur les représentations qu'on a, de l'éducation, de la façon d'enseigner, etc. C'est un énorme chantier. Et effectivement, ça peut être que étape par étape. Mais il y aurait aussi à développer, parce que, moi, je fais de la formation pour les enseignants, et nous, justement, on essaye de travailler avec eux. Alors, on a de la chance parce qu'on a un référentiel de compétences pour les enseignants, et justement, on les fait travailler sur leurs propres compétences. On fait des oraux, par exemple, en fin de M1, pour dire quelles compétences vous avez acquises au cours de cette première année. Parce que si eux-mêmes ne travaillent pas sur leurs compétences, ils n'arriveront jamais à faire travailler leurs élèves sur les compétences. Donc, faudrait aussi déjà peut-être s'occuper de développer les compétences des formateurs. Parce que si on n'a pas cette approche-là, on ne peut pas se dire, parce que maintenant, dans l'éducation nationale, on demande aux enseignants effectivement d'évaluer les compétences, et alors, ça donne des trucs, compétences acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Quoi. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, voilà. Donc, il y a tout un champ de réflexion, et je me dis, voilà, cette histoire de reconnaissance, voilà, faut peut-être aussi commencer ou en tout cas, en même temps, ne pas oublier les formateurs qui doivent aussi se questionner par rapport à leur pratique, quoi. Sur la question du pouvoir d'agir aussi, c'est que c'est pas simplement dans les approches badge, on est souvent dans les approches individuelles. Donc on reconnaît une personne alors qu'une personne est dans un collectif, dans une communauté de pratique, et la reconnaissance au sein d'une communauté de pratique et la reconnaissance de la communauté de pratique elle-même sont des éléments importants. Et même le vocabulaire qu'on utilise pour les badges, quand on dit les preuves, j'ai démontré que, ça veut dire que le badge a été créé pour l'autre, pas pour soi. J'ai prouvé que j'apporte une preuve. D'ailleurs, si on a des gens qui sont sous main de justice, parler de preuves pour un badge, c'est peut-être pas excellent comme vocabulaire à utiliser. Donc, et nous, on essaie de développer d'autres approches dans lesquelles on parle de documentation. Parce que si on parle de pratique, on peut documenter une pratique. On documente, et c'est pas la même chose. Quand on documente une pratique, on le fait pour soi et on le fait pour les autres. Or, quand on fait un badge, quand on a prouvé des choses, on le fait pour la personne qui va délivrer le badge, et puis après, ça pourra éventuellement servir à d'autres, mais les preuves qu'on a produites, c'est pour la personne qui va nous évaluer, mais pas forcément pour la personne qui va pouvoir utiliser cette documentation elle-même pour s'en inspirer dans sa propre pratique. Et le groupe, c'est très important. Hein. Bon, vous savez, on parle beaucoup d'apprentissage collectif, et voilà, effectivement, il faut sortir de la logique trop individuelle, et de toute façon, le pouvoir d'agir, pour moi, il peut être qu'en groupe, quoi. Bon, sauf si on est derrière son ordi à signer des pétitions, mais bon, c'est un peu limité, quoi. Alors, de fait, si je peux compléter, tu évoquais la formation des enseignants, et oui, je veux dire, il faut forcément accompagner la démarche, etc. Mais au-delà de ça même, c'est aussi accompagner une démarche globale au sein d'une communauté, mais aussi de l'organisation, de l'écosystème. Alors nous, on n'est pas sur les étudiants, on accompagne des allocataires du RSA, par exemple.
il y a une loi qui impose aux collectivités territoriales d'embarquer, faire participer les allocataires du RSA. Donc ils font des réunions avec des méthodes pédagogiques innovantes. On essaie d'embarquer les assistants sociaux. Déjà, c'est pas évident, mais même quand on est dans ce processus-là, faut imaginer effectivement une personne qui va commencer à prendre confiance et à dire des choses sur sa situation, se permettre de dire des choses sur sa situation, et le lendemain se pointer au centre médico-social et tomber sur un mur parce que on le renvoie à sa place de attends, c'est bon, là tu viens prendre un ticket pour le Resto du Cœur, tu vas pas nous donner ton avis sur le délai de délivrement par exemple. Voilà, donc il faut vraiment penser ça de façon globale, et le développement du pouvoir d'agir, c'est important je pense d'insister là-dessus. Tu le dis, mais je me permets d'insister encore plus. C'est-à-dire que si on prépare pas l'environnement, si on n'agit pas aussi sur l'environnement et si on n'agit que sur les individus, déjà c'est leur faire poser une responsabilité qui me paraît un petit peu exagérée, et puis en plus on n'y arrive pas, quoi. C'est ce que je disais quand j'ai observé les étudiants qui ont des cours magistraux, le pire que vous puissiez imaginer. Et puis là, j'étais dans les groupes et on leur dit t'as quoi comme proposition, et moi, je les sentais complètement désarçonnés, quoi. Parce qu'on me dit tiens, on me demande mon avis, mais voilà. Et effectivement, c'est toute la question du pouvoir, quoi. Et c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as très bien expliqué hier, les écosystèmes pour que effectivement on soit tous en phase, parce que effectivement, on va dire qu'est-ce que c'est que ce bénéficiaire du RSA là, ou cet étudiant là qui vient se mêler, ou c'est le problème global de la place du citoyen et de comment on échange aussi, et on est dans un contexte assez crisé quand même. Ouais. Dans le pouvoir d'agir, il y a aussi le pouvoir de reconnaître. Or, ce qu'on voit souvent dans des dispositifs, c'est qu'il y a le je et le nous. C'est-à-dire, on crée des badges pour les autres, pour un public. Et dès lors où il y a une asymétrie entre le je et le nous, on va faire des badges pour le public, pour cette audience, et que nous, on est extérieurs. Or, je pense que l'articulation du je et du nous, c'est le je-nous, d'accord, c'est extrêmement important. Et dans beaucoup de dispositifs sur lesquels on a travaillé, on a réfléchi avec Muriel et d'autres collègues, c'est dès qu'on voit une asymétrie entre quels sont les badges qu'on va faire pour notre public, on ne peut pas être dans une position de pouvoir d'agir, parce que déjà on a créé un cadre qu'on contraint, c'est nous qui savons les badges dont ils vont avoir besoin, ou même si on va les co-construire avec eux, finalement on est là, on les accompagne, mais c'est quand même nous qui les guidons, et on leur a donné l'instruction qu'il faut qu'il y ait des badges de toute façon. Donc il y a un très grand danger aussi de mettre des dispositifs avec les badges où finalement c'est une autre forme d'institutionnalisation qui semble plus démocratique, mais en réalité, on enferme les gens dans des dispositifs qui ont été, d'une certaine façon, préconstruits. Le travail réflexif est très important, parce qu'effectivement, si on reste dans « je sais ce qui est bien pour toi », à la limite, c'est assez violent, quoi. Donc on n'est pas... Ouais, c'est ça. Et ça, c'est toutes les problématiques qu'on trouve dans le travail social. On dit... comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc il faut être hyper vigilant. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que chacun, dans les dispositifs, réfléchisse à ce qui se fait, à son éthique personnelle, quel type de relation j'ai avec les autres, etc. Et ça, c'est un grand chemin, quoi. C'est sûr, on n'est pas parfait non plus, donc voilà. Mais c'est progressif, je suis complètement d'accord. Faut vraiment se dire, on est en démarche... continue ou progressive. On est tous. Après, c'est aussi bien que se concevoir comme chacun, tous, dans un processus d'apprentissage. Ce qu'ont beaucoup de mal à faire les enseignants, forcément, parce qu'ils disent mais moi je sais, ou ce qu'on a dit sur l'approche par diplôme. J'ai le diplôme, je sais, mais on voit bien que ça suffit pas. Et c'est cette idée de dire je suis quotidiennement, dans un processus d'apprentissage et en lien avec les autres. Ça, c'est une nouvelle approche qui, effectivement, faut arriver à percevoir ce changement de culture-là, quoi. Bon. Merci beaucoup, Marie. De rien.